Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le mardi 1er juillet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a du mouvement, on a des choses intéressantes. Rappelez-vous, la dernière fois, les gars, j'étais sur pas mal de longues en même temps. J'avais le BTC, j'avais le BGB, je crois, c'est les deux seuls que j'avais, et j'ai tout cut. Dès qu'on a fait la vidéo, après, j'ai tout cut. Je vais vous expliquer pourquoi. Rappelez-vous, je vous avais montré le canal baissier qu'on avait, alors qu'il était soit un canal baissier, soit une sorte de biseau ascendant, descendant plutôt. Ça dépend en fait si la pointe se ferme ou si ça reste très parallèle. Donc là, on a évoqué ensemble en réalité que ce soit un biseau descendant ou un canal baissier, ça change pas grand-chose parce que ça reste une structure qui est haussière, dans une tendance haussière, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, on rentre dans ce canal baissier, en fait, on descend dans ce canal baissier, pour ensuite, boum, break vers le haut et casser ce canal baissier à la hausse. Et du coup, le break de ce canal, il est environ vers les 108 000 $. Donc, c'est le point qu'on avait dans la dernière vidéo. Et on était donc à quelques pourcentages près de soit break ce canal haussier, soit donc de revenir en bas de ce canal, ce que je privilégiais plutôt, ce que j'expliquais dans la vidéo, parce qu'en fait, ça permettait de redescendre tranquillement tout l'été, ou en général, l'été, c'est assez calme. Et souvent, en fait, on fait des structures dans ce style-là, où en fait, on construit un prochain break. Et donc, c'est ce qui fait qu'en général, l'été, c'est assez calme. Et bon, ça s'explique aussi par le manque de volume, par les gens qui vont moins trader, qui vont moins s'exposer sur le marché aussi, parce qu'en général, ils sont en vacances. Et du coup, le but, c'est de revenir en bas de ce canal, ce qui ferait qu'on reviendrait vers les 100 000 $ pour ensuite casser ce canal baissier par le haut, et ce qui pourrait arriver durant l'été, courant août, c'est largement faisable. Et ce qu'on avait vu à court terme, rappelez-vous, c'était que on pouvait break avec les liquidations qu'on avait au-dessus de nous et les fundings qui étaient bas, donc pour aller chercher un short squeeze, mais par contre on avait des gros murs de vente jusqu'aux 110 000 $ qui nous bloquaient. Et donc c'est ce qui m'avait freiné, et au final je me suis fait réflexion de me dire ça vaut largement le coup, je trouve, de couper mes longues à cet endroit-là, parce qu'en fait, on est juste en dessous d'une résistance, et le meilleur des choses, toujours le meilleur scénario que j'ai choisi, moi, dans ce genre de situation, c'est de couper tout trade à ce moment-là, parce qu'en fait, soit tu te fais rejeter, et du coup, tu te fais sortir tes trades, et donc t'as le seum, soit, au final, tu breaks, et le fait d'avoir gardé tes trades, t'es gagnant, mais t'es gagnant de pas beaucoup, parce qu'en fait, si, donc là, comme j'ai fait, je suis sorti de mes trades, imaginons que BTC break les 108 000, et en fait, je peux re-rentrer sur une petite fenêtre juste après assez serré, où en fait au final je peux rentrer sur les mêmes trades sans avoir trop perdu et sans avoir pris le risque que le BTC revienne en bas de son range comme il est en train de le faire actuellement. Alors c'est pas encore certain, on va voir comment il évolue là entre les 108 000 et les 100 000 $, mais en tout cas pour l'instant on a un premier rejet qui est en train de se faire. Donc on va tout ça à voir ensemble, mais je vais vous montrer, je vais vous faire le point un peu sur le court terme, moyen terme. Vous allez voir que sur du moyen terme, on est vraiment sur un moment intéressant pour accumuler, c'est-à-dire que accumuler du BTC, accumuler des cryptos actuellement, je pense que ça vaut clairement le coup pour les prochains, plus que prochains mois, prochain trimestre, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'année. Par contre, si on focus le court terme sur quelques semaines, c'est un peu moins intéressant. Je vais vous montrer pourquoi, et il faut plutôt privilégier, je pense, un mouvement baissier. Donc c'est un peu le fameux truc au final où tu peux être aussi à court terme, baissier à moyen terme, puis aussi à long terme, etc. Qu'on dit souvent. Il faut vraiment regarder la time frame, et je vais essayer de vous l'expliquer du mieux possible dans cette vidéo. Et donc du coup, voilà, on commence directement. Donc vous voyez par les trades que j'ai coupés. Donc j'ai coupé mon long BGB qui a vraiment bien marché. Vous voyez, je l'ai lancé il y a le 24 juin quand on était ici, et du coup je l'ai lancé à 4,2 $ avec mon stop loss à 3,8 et le take profit à 5 $. Et là du coup j'ai pu le cut, j'ai pris 80% dessus. Alors c'était pas une grosse position, hein. J'ai pris quelques milliers de dollars, mais bon, c'est déjà cool. C'était une entrée que j'attendais depuis pas mal de temps, et là du coup on est venu par ici, et pile au moment où je TP, on commence à corriger. Je vous montre après, je remets un bon timing, et après derrière par contre le but c'est si on revient sur ce niveau qu'on avait ici, là personnellement moi je re-rentrais en position en longue, et bien sûr je vous retiendrai au courant, ce qui est largement faisable si BTC revient vers les 100 000 $. Et du coup, j'ai fait la même chose pour BTC. Alors là, pareil, j'avais lancé mon long le 23 juin, vous voyez, à ce niveau-là, vers les 102 000 $ avec stop loss à 98 000. Et du coup, j'avais mis un premier TP à 105, si j'ai pas bêtise, 105 000. Ensuite, j'ai re-TP à 108. Et là, du coup, j'ai tout TP à 108 000 pour prendre environ 48% parce que j'étais rentré après à 104 000. Enfin bref, voilà, j'ai découpé du coup les deux trades que j'avais. Et ensuite, je vous ai sorti donc mon gros plan là sur BTC. Donc, je vais essayer de vous le récapituler de la façon la plus simple possible. En gros, on est sur le haut de la structure daily qui devrait break par le haut, qui est assez similaire à octobre 2024. Donc, je parle bien de cette structure-là. Et je fais référence à octobre 2024. Je peux vous montrer ici. Je sais plus ce que je l'avais montré dans la dernière vidéo, mais en gros, c'est assez similaire. Vous voyez, c'est à peu près le même style de structure qu'on a. Vous voyez, tout le long de l'été, c'était pareil. En fait, on est rentré dedans en avril, et après tout l'été, vous voyez, jusqu'à juin, juillet, août, et c'est seulement vers septembre, octobre à la rentrée qu'on a commencé à casser. Alors là, on est à peu près dans le même schéma de structure au final. Bon, en moins long, parce qu'en général, plus on arrive à la fin du bull run, plus les constructions de ce genre de structure sont rapides. On le voit déjà avec 2021, vous voyez, c'est de plus en plus rapide. Et 2017, c'est encore pire. En 2017, vous voyez, on commence à prendre notre temps pour chaque formation de ce genre de structure. De plus en plus qu'on arrive à la fin du bull run, c'était aussi volatile parce qu'en fait, on se rapprochait d'une euphorie qui était de plus en plus grosse. Donc le marché avait de moins en moins d'envie d'attendre, et de plus en plus d'envie de continuer à break et de continuer ce bull run. Ouais, on est dans le même schéma que ce qu'on a eu ici, sauf que là, bon, c'était 8 mois. Vous voyez, gros canal baissier dans une tendance qui est haussière.
Donc ça c'est bon. Et là du coup c'est après le même schéma où voilà, dans une tendance haussière qui du coup forme un canal baissier qu'on devrait logiquement casser par le haut pour du coup continuer la tendance haussière. Ça c'est vraiment moi personnellement le plan que je privilégie. Et après par contre la question à court terme qu'on se posait du coup dans la vidéo, c'est est-ce qu'on va break ici maintenant, donc est-ce qu'on va faire ce scénario là où on break, ou alors est-ce qu'on va revenir donc en bas de ce canal là pour venir toucher le bas du canal et ensuite remonter et là éventuellement break, ou alors de nouveau se faire rejeter et puis rebreak plus tard, hein. Ça aussi c'est possible. Et du coup on allongerait le canal baissier. Et du coup vous voyez juste le fait de descendre là, de remonter là, de casser ici, on arrive vers début août. Donc c'est largement faisable de faire ce genre de structure, et même moi c'est plutôt ce que je privilégie de revenir ici et de casser ici que de casser directement, parce que ça me permettrait de voilà temporiser durant l'été pour se relancer vers fin d'été, début septembre, ce qui est plutôt une bonne chose je pense. Et du coup moi ma strat, toujours en fait quand on est en dessous d'une résistance, c'est ne pas rentrer en dessous d'une résistance, ça c'est classique. Et surtout, si bah t'as des longues comme j'avais ici, et ben en fait sortir de mes longues comme j'ai fait l'autre jour sur ces bougies-là pour éviter de me faire éclater ici. Parce qu'en fait le truc, ce que j'expliquais en intro, c'est que imaginons donc moi j'ai mes trades là, je sors ici, ça vaut largement plus le coup de les garder. Parce que si je les garde et que ça monte, ok, là je suis gagnant. Mais si ça descend, je suis complètement perdant et je me fais sortir de mes trades. Du coup, j'ai un peu une chance sur deux, quoi. C'est un peu lancer une pièce et voir quel côté ça tombe, quoi. Alors que là, le fait de sortir ici, bah, si ça vient chuter comme on est en train de le faire actuellement, bah, je suis sorti de mes trades, du coup, c'est parfait, je peux rentrer plus bas. Et si inversement, on commence à break, bah, en fait, quand on break, souvent, on vient pullback, ou souvent, le temps qu'on break, bah, j'ai le temps de rentrer. Et du coup, soit je serais rentré ici, soit je serais rentré sur le pullback, et après, on aurait pu poursuivre la tendance. Et du coup, au lieu de garder mes trades ici, bah, j'aurais repris mes trades ici, ce qui n'aurait pas fait au final une grosse diff entre ce niveau et ce niveau. Du coup, bien moins de risques, bien plus intéressant de faire ça. Et pour revenir, du coup, hop, sur mon tweet, le truc, c'est que, voilà, on est sur une structure daily qui est haussière, donc qu'on devrait break à la hausse. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut très bien refaire un plus bas avant de break par le haut, ce qui peut prendre une bonne partie de l'été. Ouais, c'est ce que j'explique ici alors on n'est pas encore vraiment formé la grosse bougie rouge, mais voilà, c'est former ce retour à la baisse vers le bas du canal pour ensuite casser plus tard. Par contre, du côté des datas, là, ça se contredit. Là, c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est que, de nouveau, bah, on se retrouve toujours dans la même situation où, bah, d'un côté, tu as les datas qui vont être plutôt bullish, d'un autre côté, les datas qui vont être plutôt bearish. Et du coup, pour réussir à, voilà, essayer d'y voir clair en mélangeant toutes les datas, voir celles qui sont les plus pertinentes ou pas. Et c'est vrai que quand on regarde du côté du short squeeze, ça fait plutôt sens. Ça veut dire que on a pas mal de liquidations, vous voyez, au niveau des 111 000, c'est-à-dire des 108 là jusqu'en 111 000. Vous voyez, c'est bien rempli. Et on le voit encore actuellement. Vous voyez, là, je viens de mettre à jour les liquidations. Vous voyez, juste ici, de 108 000 au 111 000, c'est bien rempli en termes de liquidation. On a des 100 millions, 200 millions. Donc, on a peut-être plus d'1 milliard à liquider jusqu'au 111, jusqu'au 112 000, jusqu'à la TH. Et du coup, de ce point de vue-là, vous voyez, aller break pour aller chercher les 111 000, donc par ici, former le break de ce canal pour liquider tous ces longues, tous ces shorts, ça fait sens. Surtout quand on voit que les fundings sont très très bas. Vous voyez, ce qui est toujours le cas actuellement. Ce qui veut dire, du coup, je vous rappelle, les fundings bas, ça veut dire qu'il y a plus de gens, toujours plus de gens qui long que de gens qui short, mais très faiblement. C'est-à-dire qu'on a peu de longues comparé à la situation de marché dans laquelle on est. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de gens qui short, ce qui pourrait pousser le cours à la hausse pour du coup liquider ces shorts qu'on voit clairement positionnés voilà, sur les zones de liquidation. Donc si on prend que ces datas-là, c'est vrai que c'est plutôt bullish, avec du coup le break du triangle, du canal baissier. Par contre, si on additionne donc les datas des murs de vente, ça devient tout de suite plus compliqué et là on se confronte à un vrai mur, c'est le cas de le dire, les murs de vente qui sont vraiment vraiment importants. C'est-à-dire que là quand on regarde donc les murs de vente, ça correspond au nombre de BTC qui sont positionnés à chaque prix au-dessus de nous, et à chaque fois que le BTC va rentrer dans ces murs, et bah, du coup il va devoir absorber tous les BTC qui sont positionnés. Et en fait, juste au-dessus de nous là, tous les murs qu'on avait ici, mais c'est énorme. Et quand on accumule ça jusqu'aux 111 000 $, il faut vraiment une grosse force acheteuse pour passer ça, parce que il y a pas mal à absorber. Et du coup, on a des milliers de BTC à absorber juste sur cette zone-là. Donc à la fois, on a des shorts à liquider avec les funding bas, mais à la fois, on a pas mal de murs qui nous bloquent. Donc c'est pour ça que, je vous explique en dessous, c'est pour ça que j'ai préféré cut tous mes longues et attendre le prochain mouvement. Parce qu'en fait, là, les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'un short squeeze ne m'étonnerait pas, mais un rejet qu'on est en train de le faire aussi ne m'étonnerait pas par rapport au mur qu'on a. Donc dans ce cas-là, c'est mieux de tout couper et attendre de voir ce qui se passe, puis prendre position après. Et ce que j'explique juste après, ouais, soit me positionner au moment du break, soit en bas de la structure, vers les 111 000, vers les 100 000 $ plutôt, et jouer le retour du canal. Donc les 100 000 $, c'est ce qui correspond au bas du canal qu'on a ici. Bon, ça du coup c'est pour BTC, un peu compliqué, mais tout de même très intéressant, je trouve. Si on passe sur ETH, c'est d'autant plus compliqué, je trouve aussi. Bon, en gros, ETH, on était vraiment pareil, positionné entre deux niveaux très importants. Là, sur BTC, on est plutôt dans une structure où soit on break, soit on revient en bas de la structure. ETH, c'est encore plus complexe dans le sens où on peut encore plus se faire démonter. C'est-à-dire que là, ETH, on n'est plus dans son range, mais on avait break, rappelez-vous, son range à la baisse. Donc, le fait de break un range à la baisse comme ça, c'est très négatif. Et en général, soit on réintègre le range, soit on vient tester le haut du range en tant que résistance, et ensuite on se fait rejeter. Et donc c'est comme si on faisait un pullback inversé, c'est-à-dire que voilà, on a une zone de support, on la casse,
on remonte dessus, on se fait rejeter, on valide du coup le support en tant que résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, on était pile dans le ruban, et ce que j'expliquais, c'est qu'il fallait attendre des clôtures daily qui se forment au-dessus du ruban et qui se forment dans le range pour commencer à se dire que voilà, on réintègre le range et qu'on va pas se faire rejeter. Et du coup, c'est ce qui est en train de se faire. Vous voyez ce que j'explique ici, on prend davantage la direction de la réintégration du range que celle de la validation de la résistance pour se faire rejeter plus bas. Par contre, pour ETH BTC, c'est moins beau. Vous voyez, ETH contre BTC, donc ça veut dire que sa performance d'ETH face à BTC, plus le cours monte, plus ETH superforme BTC. Et ben là, pour l'instant, on est encore clairement en dessous. Vous voyez, on est en dessous du ruban, on est en dessous du support qu'on avait ici. Et donc, on n'a encore pas de performance de TH face à BTC qui a l'air de se mettre en place. Même si derrière, vous voyez, on a eu une baisse de la Bitcoin dominance qui s'est fait ici. Au final, ce que j'explique là, c'est que même si on a légèrement corrigé sur la Bitcoin dominance à court terme sur les derniers jours, sur la tendance de fond là, à moyen terme, ça reste quand même clairement haussier pour Bitcoin, voilà, au niveau de sa performance. Enfin, pour la performance de la dominance de BTC. Du coup, ce que j'explique là pour Ethereum, c'est que, en fait, je garde un œil sur Ethereum, mais tant qu'on ne revient pas sur le break des 2008-3000$, pour moi, il n'y a aucun intérêt de focus Ethereum, car BTC gardera sa dominance. Donc ça, c'est clair. Moi, tant que Ethereum, vous voyez, il revient pas clairement en haut de son range et qu'il break le haut de son range, comme il avait fait ici, vers les 2008-3000$, pour moi, il n'y a pas intérêt à focus Ethereum parce qu'il va juste sous-performer BTC. Et vous voyez, là, je peux vous le mettre à jour, hop, Ethereum. Vous voyez, pour l'instant, on est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas encore gagné. C'est-à-dire qu'on était parti sur la réintégration de range, mais avec la grosse bougie rouge qu'on a aujourd'hui, si on clôture bas comme ça, on peut quand même se faire recaler. Et là, pour l'instant, le seul moyen de savoir, c'est d'attendre. C'est d'attendre, de voir si ou pas on repasse en dessous, et là c'est reparti, du coup on est dans le rebond qui va nous faire chuter beaucoup plus bas, ou alors si on est juste dans voilà, un petit retest sur ce niveau-là pour ensuite remonter. Et je pense que ce qui nous validera un peu ces deux choix-là, c'est donc la clôture qu'on a eue ici, savoir si on fait un plus haut ou la clôture qu'on a eue plutôt, alors je vais mettre ici, bon c'est un peu large, enfin c'est à peu près qu'on fait un plus bas ici. C'est-à-dire que là, si on vient Ethereum dans les prochains jours, on fait un plus haut ici, ça veut dire que là on est reparti dans une tendance haussière et qu'on réintègre le range, là il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est vrai que même si on a clôture au-dessus, c'est un peu trop tôt je trouve pour le dire, donc je préfère attendre, je préfère pas me positionner sur Ethereum, d'autant plus que si BTC vient, comme je vais montrer, voilà, en bas de son canal et qui revient vers les 100 000$, alors que Ethereum lui est à ce niveau-là, Ethereum il risque de prendre encore plus cher que BTC et là du coup il risque d'invalider cette réintégration de range. Et même chose vous voyez sur ETH BTC où pour l'instant on est plus sur le ruban et ça ne va pas passer. Bon, pour revenir sur mes graphes au niveau de Twitter, donc ça c'est pour BTC-ETH, vous voyez quand même assez mitigé, hein, quand même très mitigé. Dans l'ensemble, je reste quand même, je pense, un peu plus baissier. Je suis un peu plus dans l'optique de me dire que on va aller chercher les 100 000$ sur BTC, qu'on va aller chercher ce bas de canal parce qu'il y a l'été et parce que je me dis que voilà, juillet-août, c'est pas forcément le bon moment pour break et du coup je pars de ce principe-là. Mais je n'exclus pas du tout le fait que voilà, on peut break. Et en fait, ce qui est important dans cette situation, je pense, c'est juste d'être prêt aux deux situations. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites si jamais ça break? Qu'est-ce que vous faites si jamais on retourne aux 100 000? Moi, je suis prêt dans tous les cas. Si on vient break, je me repositionnerai sur ce niveau-là et au final, je perdrai pas trop parce que je me repositionne juste au-dessus du break. Et si on revient sur les 100 000, là, pareil, je serai prêt à recharger sur cette zone-là. Mais après, voilà, si je dois me positionner, je privilégierai plus le retour sur bas du range, mais ça voilà, c'est plus pour donner mon avis que réellement faire un plan sur ça quoi. Et ETH lui voilà, je m'intéresse beaucoup moins que ce que je pouvais avoir comme intérêt au moment où il avait break ici, parce que je pars du principe qu'il va continuer à sous-performer face à BTC tant qu'il pète pas les 2008-3000$. Par contre, du côté des marchés traditionnels, là c'est tout autre chose quoi. Ça c'est ça qui rend un peu fou dans ce marché, c'est que t'as un peu des contre-signaux dans tous les sens. Et ouais, par exemple, les indices US sont en ATH, c'est-à-dire que les S&P de Nasdaq, regardez ça. Alors, les S&P, je crois, il n'était pas tout à fait en ATH, mais bon, ça a été fait là dans la journée. Ouais, S&P qui fait des plus hauts, le Nasdaq, c'est la même chose, et on a le dollar qui baisse complètement. Donc, le fait d'avoir des marchés traditionnels, des indices qui pètent à la hausse, un dollar qui baisse, c'est juste excellent pour les marchés, parce qu'en fait, on a tout qui est dans la corrélation positive pour que BTC monte. Toutes les fois où on a eu des bull runs, que ce soit en 2017, 2021, sur les derniers bull runs, eh ben, on était exactement dans cette configuration. Des marchés traditionnels qui étaient en ATH, et un dollar qui baissait, de la même façon qu'on a ici. Et ce que je dis ici, c'est que voilà, c'est compliqué quand même d'avoir un meilleur setup pour les marchés. Et le seul truc qui manque pour l'instant, enfin le seul, il y en a d'autres aussi, mais l'un des principaux objectifs qui nous manque pour avoir un setup parfait pour les cryptos, c'est bien sûr la baisse des taux d'intérêt. Et ça, rappelez-vous, ça devrait arriver logiquement pour septembre. On croise les doigts. Bon là, du coup, je vous ai pas mal parlé du court terme. Comme j'expliquais tout à l'heure en intro, il faut bien différencier le court terme et le moyen terme. Donc là, on a bien parlé du court terme. Je vais plus maintenant vous parler du moyen terme. Je vais vous parler des funding rates en négatif. Alors, ouais, les funding, on les passe souvent à court terme. C'est-à-dire que là, je vous ai montré les funding rates à court terme. Genre, ouais, on a 0,00 et quelques. Donc, ils sont très bas. Et si on dézoome et on regarde plus sur une échelle de temps moyen-long terme, vous allez voir que c'est aussi très intéressant à regarder. Mais il faut les regarder différemment avec une analyse qui est différente, je pense. En gros, vous voyez, on vous a calé les funding rates par rapport au marché depuis janvier 2023, donc depuis plus de 2 ans et demi. Et en gros, on s'aperçoit que tout simplement, plus les fundings sont hauts, plus en général on est sur des tops de marché à court terme, plus les fundings sont bas, plus en général on est sur des tops de marché à moyen terme, à court terme aussi. Et c'est vrai que quand le calque par rapport au prix, ça marche plutôt bien. J'ai juste à regarder, vous voyez, tous les tops des fundings qu'on a ici, vous voyez ici, souvent on est sur des petits tops qu'on a à court terme.
Ici, on le voit, petit top à court terme, on va corriger. Et là, c'est encore pire. Là, on était sur le top qu'on avait ici. Par ici, quand on était là très haut, on était sur un top aussi à court terme, etc., etc. Bon, c'est pas non plus ultra précis. Là, ça a bien marché. Mais des fois, vous avez des petits tops comme ça à court terme, vous n'avez pas forcément des fundings qui sont très hauts. Et inversement, des fois, on va faire des fundings bas alors qu'on est quasi sur les tops de marché. Donc, ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Mais moi, ce que je regarde, c'est plus la tendance de fond. Ça veut dire que quand on a des fundings qui ont tendance à baisser au fur et à mesure des semaines et des mois, c'est plutôt bon signe. Ça peut dire que le marché se calme, il est en train de compresser au niveau de la volatilité, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre en termes d'euphorie. Et du coup, c'est le moment où tu risques d'avoir un break haussier qui arrive. Et on le voit par exemple ici, on avait des fundings qui étaient assez hauts, et puis au fur et à mesure, ça a diminué. Et plus on a diminué, plus on a contracté cette volatilité au niveau du cours et au niveau des fundings, plus on arrive vers le break, et là, boum, ça break, et là, bam, on est parti en tendance haussière sur les fundings. Et vous voyez, tendance haussière sur les fundings tout le long, jusqu'au pic qu'on a eu ici, et là, c'était top de marché. Et là, de nouveau, dès qu'on a fait une top de marché, enfin top de court terme sur BTC, et on a réinversé la tendance sur les fundings, et là, on était très haut, et on les a complètement diminués, jusqu'à compresser complètement les fundings, vous voyez. Et quand on arrivait ici, regardez, les fundings, ils étaient très volatiles au final. Ils étaient assez compressés, comme ce qu'on avait sur le cours. Et bam, ça a pété de nouveau. Et là, on est reparti sur une tendance haussière des fundings. Et de nouveau, vous voyez, regardez, on a descendu, on a compressé. Et quand on arrivait ici, et on a complètement compressé, bam, de nouveau, ça a pété. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le mouvement qu'on a eu ici, les fundings n'ont pas fait comme on a eu ici, ou même ici avant, on n'a pas eu une explosion des fundings. Et c'est pour ça que là, tout le long de cette hausse qu'on a eu ici, moi, je pétais mon crâne parce que j'étais en mode, mais comment ça se fait qu'on monte autant, on en ATH, alors que les fundings sont aussi bas, quoi. C'est assez ouf. Mais c'est bon signe, parce que du coup, le fait d'avoir de plus en plus de compression, de plus en plus de funding qui est peu volatile et que ça s'écrase avec le temps et que même on commence à passer dans les fundings négatifs, ça veut plus dire que au niveau du cours, on continue à compresser et que du coup, on est en train de former cette contraction de la volatilité pour ensuite, boum, de nouveau break vers le haut. Mais ça, c'est du moyen terme. C'est-à-dire que comme ça peut break maintenant, comme ça peut break dans 2 mois et qu'on continue le funding, la baisse des funding de cette façon. Donc, indicateur à surveiller. Ensuite, il y a un autre indicateur plutôt moyen terme, le H-Ribbon. Le fameux H-Ribbon. Alors, souvent, je vous le montre sur TradingView, mais là, du coup, je vous le montre sur je sais plus si c'est Glassnode, non, c'est CryptoQuant, sur un autre graphe, mais bon, ça revient exactement au même. Bon, H-Ribbon, il a souvent été un peu décrit, je sais pas comment on peut dire, mais pourtant, il est quand même très intéressant, il nous a souvent donné de bons points d'entrée. Après, c'est pas un indicateur magique, il fonctionne très simplement avec des moyennes mobiles sur 30 et 60 jours, du hash-rate. C'est-à-dire que le H-Ribbon, il est très lié au hash-rate des mineurs. C'est-à-dire que plus on a le hash-rate de mineurs qui va chuter ou monter, plus ça va avoir un impact aussi sur le H-Ribbon. Et en fait, lui, il se calque sur cette data-là. Et plus, en fait, on va avoir des périodes de stress sur le réseau du minage, on l'explique ici, plus on va avoir du coup un indicateur qui va se mettre au vert parce qu'il estime que du coup on a beaucoup de stress au niveau du minage et qu'en général, ces périodes-là, ce sont des périodes d'achat qui sont intéressantes. Et du coup, on l'explique ici, vu que les mineurs, dans ces périodes-là de stress, ils doivent réajuster leur activité, allons parfois même à débrancher les plus vieilles machines. Par contre, comme le prix du BTC arrive à se maintenir, les mineurs continuent de holder en majorité. Et on le voit un peu au fur et à mesure du temps, tous les points verts qu'on a ici, là on était bottom, là avant la hausse, pareil, bottom, avant la hausse, bottom, avant la hausse, là de nouveau, petit bottom avant la dernière hausse pour la fin du bull run de 2021, bottom, là c'était pareil avant la hausse ici, et là de nouveau on a eu quelques indications qui sont encore toujours bonnes. Et c'est vrai que si tu regardes la vingtaine d'indications qu'il nous a donné depuis le début. Bon, parfois c'est vrai qu'il donne une indication où les jours qui suivent, c'est pas forcément haussier parce que c'est plus un indicateur moyen terme, mais si tu regardes sur les semaines, mois qui suivent, c'est toujours haussier. Après, c'est vrai que quand tu reprends le graphique du BTC à long terme, il est toujours plus ou moins haussier, quoi. Mais il marche quand même plutôt bien parce que il nous a rarement donné, il nous a jamais donné d'indication, par exemple ici avant le bear market, ou ici avant le bear market, pareil, ici avant le bear market, ou ici quand on était là avant le bear market. Et du coup, le fait qu'il continue à nous donner des indications sur ces niveaux-là, c'est que c'est plutôt bon signe pour pas que ce soit tout de suite encore la fin du bull run. Allez, on finit les stats, les graphes, les datas avec les ETF. Et non, je rigole pas les ETF, mais les entreprises et les États qui sont quasi plus importantes. Vous voyez, aujourd'hui, les ETF, c'est déjà 6% de l'offre totale au niveau des BTC. Et depuis 1 an et demi, les ETF connaissent un immense succès. Ils ont accumulé plus de 6% vers le super BTC. On le voit sur le graphique ici. Donc, bien sûr, toujours les mêmes, BlackRock, Fidelity, 21 Share, qui sont en premier. BlackRock, c'est abusé, quoi, le nombre de BTC qu'ils ont accumulé. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont vraiment la même fréquence. C'est-à-dire que c'est assez pareil pour chaque ETF, quoi. Bon, ça paraît assez logique aussi parce qu'ils captent l'offre totale des ETF. Et on voit clairement, les phases qui suivent un peu le marché, où dès qu'on arrive sur une phase de marché un peu comme janvier, où c'est un peu calme, et vous voyez, c'est même pas baiser au final, c'est juste ça se calme un petit peu. Puis dès que, bam, il y a du rebond, ça repart, plein pot. Et par contre, ce qui nous intéresse, nous, dans ce tweet-là, c'est si on ajoute les entreprises et les États, on atteint 16% des BTC totaux. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Vous voyez, regardez, sur les ETF, on a 6,7%. Les countries, donc les pays, il y a les US, le Salvador, etc., 2,5%. Et ensuite, si vous regardez les entreprises, donc entreprises publiques,
on a 3,7%, entreprises privées 2,1%. Et j'aurais pensé que les entreprises privées étaient devant les entreprises publiques, mais non. Et ensuite, vous avez BTC Mining Company, donc les entreprises de mining 0,4%. Je pensais que c'était plus élevé aussi. Et DeFi 0,8%. Super intéressant ces stats. Et je pense qu'elles vont pas mal évoluer. Et je pense que les countries vont finir devant. Je suis persuadé que les pays, ils vont finir devant les ETF. Ils vont, quoique je sais pas, mais ils vont exploser en termes de pourcentage. Et à mon avis, ils vont facilement atteindre les 5-10% des BTC totaux. Parce que pour l'instant, à part des petites sommes, il n'y a pas eu encore de gros gouvernements qui se sont mis sur Bitcoin et de gros achats qui ont été faits. Et quand les US ils vont entrer dans le truc et commencer à acheter pas mal, en fait ça va suivre sur à peu près tous les pays et on va avoir des flux de capitaux un peu comme on a eu sur l'or au niveau des gouvernements qui vont arriver et qui va être quand même assez important. Et ça va être excellent. C'est pour ça que Bitcoin, je pense que c'est au final le meilleur des coins à accumuler à long terme. Et bien sûr, on retrouve USA, la Chine au niveau des pays, MicroStrategy bien sûr qui sont abusés, je crois ils ont 600 000 BTC, c'est impressionnant. Mais voilà, Marathon aussi, Tesla, Metaplanet, GameStop, etc. Et sociétés privées, Block One que je connais un peu moins et Tether, bien sûr qui sont connus. Et ouais, c'est le nombre aussi d'entreprises qui accumulent du BTC qui s'envolent depuis le début de l'année avec une croissance à 3 chiffres. Et je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi. J'ai vu passer plein de personnes qui parlaient de ça sur Twitter sur la tokenisation d'actions d'entreprises. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais en gros, avec la DeFi, ils arrivaient à tokeniser des actions boursières, donc comme par exemple Apple, Microsoft, etc. Et du coup, maintenant, au lieu d'acheter des actions directement, tu peux acheter des tokens associés à ces actions-là. Bon, c'est encore flou parce que tout le monde se hype là-dessus, tout le monde dit qu'il y aura énormément de capitaux qui vont arriver dessus, ce qui est probable. Mais pour l'instant, c'est pas encore parfait au niveau de l'exécution. Et puis surtout, t'as pas mal du coup de scams qui se mettent en faisant croire que ils ont tokenisé l'action d'Apple, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc faites gaffe à vous, mais là, il y a un vrai truc aussi à creuser pour le futur. Allez, on finit tout ça sur la note de la macro US, le truc le plus important pour les marchés dans la globalité. Et ça commence pas très bien parce que vous voyez, légère hausse de l'inflation. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Et en fait, pour l'instant, c'est toujours la même chose. Vous voyez, la Fed avec Powell, ils sont juste dans l'attente et dans la prudence pour l'inflation et voir en fait qu'est-ce qui va se passer par rapport au cirque des tarifs là qu'a fait Trump. Et pour l'instant, vous voyez, ils savent pas si l'impact sur l'inflation sera plus ou moins forte que ce qu'on a eu en 2019 et surtout pour combien de temps. C'est pourquoi en fait pour l'instant ils sont plutôt dans l'attente de voir les conséquences de ça pour voir quoi faire ensuite. Mais voilà, Powell il maintient quand même le fait que le fait d'avoir monté les taxes douanières, donc ce qu'a fait Trump, petit bordel là qui nous a foutu, ça jouerait un rôle important sur la conséquence de l'inflation et l'impact qui se répercute sur les prix des importations, qui du coup se répercutera sur le prix du consommateur, qui ensuite payera, ce qui fera du coup l'inflation, etc. Le mécanisme un peu de l'économie. Mais le truc, c'est que bon, ça on en est sûr, c'est-à-dire que Trump fout le bordel avec les taxes douanières, on va avoir un impact sur l'inflation, par rapport à ce que je dis juste avant. Après, le truc compliqué à savoir, c'est à quel point, à quelle échelle ça va se faire. C'est-à-dire que ça se trouve, ça va être pas grand-chose, comme ça peut être beaucoup. Et ça, c'est très dur à prédire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont dans l'attente pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Suivant les conséquences, à quel point c'est fort ou pas au niveau de l'échelle. Mais bon, on a quand même des petites stats qui sont tombées. Donc, on a eu le durable goods order, les commandes de biens durables. Ça, on l'avait encore jamais vu. Et pourquoi on le passe? Parce que ça a un impact sur les chiffres de la croissance GDP, qui est pas mal regardé par la Fed. Et vous voyez, sur les 10 dernières années, c'est la plus grosse augmentation qu'on a eue. Donc ça, c'est pas ouf. Vous voyez, on était à 16,4, on visait précédemment on était à 6,6 et on prévoyait 5,2. Les gars, on a fait 16,4. Je sais pas si vous vous rendez compte l'explosion qu'on a eu, quoi. Donc vraiment pas ouf. Par contre, du côté, donc ça, on a vu ensemble le taux de croissance PIB qu'on voit assez régulièrement, chiffre de la croissance du pays, bon, qui est parfois un peu biaisé, mais qui est quand même pas mal là aussi. Regardez, là, on est bon, on est dans les stats qui étaient prévus. Au niveau pareil, inscription au chômage qu'on regarde assez régulièrement, parfait là aussi. Les deux, que ce soit inscription hebdomadaire ou chômage continuel, on est dans ce qui est prévu. Et au niveau de l'inflation PCE, donc l'index numéro 1 de la Fed pour suivre l'inflation, le plus important, là, c'est beaucoup plus compliqué. Rappelez-vous, ce qu'on va plus regarder, c'est ce que regarde la Fed aussi, donc le core PCE, parce que vous avez le PCE YOY, PCE MOM, et le core PCE YOY et le core PCE MOM. Donc le YOY et le MOM, c'est plus par rapport à l'année et au mois. Et le core, c'est ce qui est privilégié par la Fed, parce que ça exclut la nourriture et l'énergie, du coup, ça diminue la volatilité. C'est pour ça que la Fed le regarde en priorité. Du coup, si on regarde le core PCE YOY et le core PCE MOM, les deux sont dans le rouge. Les deux sont dans le rouge, mais c'est à nuancer. C'est-à-dire que ce qu'il faut toujours faire, c'est regarder si ou pas on est dans ce qui est prévu. Quand on voit qu'on n'est pas dans ce qui était prévu, c'est pas bon. Mais ensuite, ce qu'il faut surtout regarder, c'est à quel point ou pas c'est grave. Et là, oui, on avait prévu 2,6%, on est au final à 2,7%, on avait prévu 0,1, au final à 0,2. C'est pas des écarts non plus immenses. Ce qui fait que voilà, c'est une légère hausse qu'il va falloir surveiller avec les taxes douanières. Mais voilà, c'est pas méchant. C'est-à-dire que ça va pas remettre en cause les plans de la Fed. Mais à cause de ça, quand même, on a la Fed qui reste prudente. Et en fait, la target de la Fed sur ça, c'est les 2%. Et du coup, il faut vraiment que on reste en dessous dans cette diminution des 2% pour que la Fed envisage d'agir. Donc voilà, macro un peu mitigé par rapport aux taxes douanières. On commence à avoir un peu les retombées de ce qu'a fait Trump. À la fois, pour l'instant, bon, ça reste léger, c'est pas non plus catastrophique. Mais à la fois, on a quelques signes qui nous montrent qu'il faut faire attention. C'est pour ça que la Fed
est bien prudente. Bon, voilà pour tout ça. Je vais pas forcément vous repasser en réalité TradingView parce que je vous l'ai déjà bien montré là tout à l'heure sur Twitter, un peu les plans que j'avais, que ce soit sur BTC, ETH. Comme je vous expliquais, le ruban, il va plus servir à grand chose dans cette phase-là. C'est un peu comme ce qu'on avait ici, ou ce qu'on avait ici. En fait, dès qu'on commence à rentrer dans une structure et qu'on commence à la former, on va faire que passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, etc. Du ruban. Du coup, ça n'a plus trop intérêt de le regarder, donc on peut le mettre de côté. Après, derrière, ce qu'il faut vous dire, c'est que même si là, on est dans un canal baissier, quand j'arrive un canal baissier, c'est plutôt déprimant, parce qu'en fait, on fait que des plus hauts de plus en plus bas, et on a une tendance baissière à court terme, qui fait que c'est un peu déprimant, parce qu'en fait, t'as l'impression de pas avancer. Au final, on a toujours une cassure souvent qui est haussière. On le voit très bien dans chaque structure comme ça, comme les canals baissiers qu'on a eu ici, ou même sur le dernier bull run, plutôt ça ferait les mêmes structures au final, que ce soit les biseaux descendants, biseaux comme ça, ou même les canals. Alors c'était plutôt des biseaux à chaque fois, mais biseaux au canal, ça revient à peu près au même. Et inversement, par contre, quand vous avez des canals haussiers comme ce qu'on a eu ici, ça c'est le pire. C'est-à-dire que t'as l'impression que ça repart avec à chaque fois des plus hauts et au final, bam, tu te fais fracasser, quoi. T'as l'impression que ça repart et bam, tu te fais fracasser. C'est toujours ça. Mais bon, ça c'est plutôt un bear market. Pour l'instant, on est loin de l'avoir. Donc voilà pour tout ça. Je finis avec le commentaire du jour de Samy qui me dit merci Pépite, chaud pour la chaîne podcast. Ça fait trop plaisir. Vous étiez plusieurs. Alors j'ai dû scroller entre tous les bots qu'il y a, c'est un enfer. Tous les bots qui nous sortent leur algorithme X, je sais pas quoi, à saisir et tout, qui sont trop bien. J'ai dû trouver les vrais commentaires des vrais humains. Donc bon, désolé pour tous les bots là. Je vois qu'il y a 280 commentaires, il y en a peut-être 70% qui sont faux, donc faites attention. Mais du coup, les peu de commentaires que j'ai réussi à avoir, vous étiez assez chaud pour la chaîne de podcast. Du coup, let's go. Il y a j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je voulais dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. En gros, je vous ai expliqué que je voulais reprendre podcast, donc plus sur solo. Donc, c'est-à-dire que je suis solo et puis j'invite quelqu'un. Donc, on est à 2 dans le podcast et j'invite d'autres personnes, que ce soit sur le business, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur des sujets plus larges. J'ai plein de sujets en tête, mais il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était faire le premier épisode de ce podcast avec Alan pour faire la transition avec l'ancien podcast qu'on avait qui s'appelait La Crypte. Ça aurait été parfait. Le problème, c'est que Alan, il est pas vers chez moi. Il est très loin. On est peut-être à 20 heures d'avion de se voir. Du coup, c'est assez complexe. Et en fait, le seul moyen où on pourrait se voir physiquement, ce serait en décembre. Donc ça veut dire que soit je lance le premier épisode en décembre avec Alan, mais du coup ce sera pas pour tout de suite. Et surtout après, je pourrais pas faire d'autres épisodes parce que je serai pas chez moi pendant 3-4 mois. Donc il y aura un épisode en décembre et ensuite le prochain épisode ce sera genre peut-être en avril 2026, donc super longtemps après. Donc ça c'est pas le choix que je privilégie, mais bon, je donne quand même. Ou alors je garde Alan en premier épisode, mais je tourne d'autres podcasts cet été, mais je les poste pas tout de suite. Et en fait le premier épisode ce sera bien le décembre avec Alan. Et il y aura d'autres épisodes qui continueront début 2026, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Mais du coup, le premier épisode sera en décembre 2025, ce qui fait aussi dans 6 mois, donc ça c'est long. Ou alors, je garde toujours Alan en premier épisode, mais je le fais, au lieu de le faire dans un podcast physique, je le fais en visio. Ça veut dire que je lance ce premier podcast, je lance ce premier épisode en visio avec Alan. Bon, c'est pas le top au niveau de la DA du podcast, mais au moins, j'ai Alan en premier épisode et je l'ai tout de suite. Et au moins, je peux lancer ça dans les prochaines semaines, tranquille. Et ensuite, je peux enchaîner avec 2 épisodes. Ou alors, Alan, je le mets pas en premier épisode. Et du coup, je fais d'autres épisodes de podcast avec d'autres personnes et je mettrai Alan, du coup, après, plutôt vers décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et puis, je regarderai vos retours pour voir ce qui vous convient le mieux. Allez hop, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à passer l'inscription. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le trading, Bluefin, Zoomex. Vous avez aussi Swissborg pour l'investissement. Je vous laisse là-dessus et moi, je vous dis à plus. Ciao!